Mercredi 7 mai, une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent à 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre. Que dit ce texte? Cette précision qui est faite par un amendement permet de dire que c'est uniquement dans les 2 districts de Côte d'Ivoire, donc celui d'Abidjan et de Yamoussoukro, et dans les 31 régions que le candidat à l'élection présidentielle de notre pays devra aller chercher 50% du soutien de son électorat. Voilà donc la nouvelle décision qui a été prise en Conseil des ministres. Nous aurons donc l'avis de nos amis sur ce plateau. Et également, ils vont renchérir sur la volonté, la souveraineté affirmée de l'État de Côte d'Ivoire à dire que non, cette élection de 2025, élection présidentielle s'entend, nous, Côte d'Ivoire, nous financerons nous-mêmes notre élection, à contrario de ce qu'on avait eu en 2010, où 300 millions donc, ont été, Pascal, vous m'aidez, 300 millions d'euros. Hein. 300 millions d'euros, à peu près 200 milliards, presque 200 milliars de francs CFA. Très bien, avait été donc alloué à l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'organiser les élections présidentielles d'octobre, du moins de 2010. 2010, écoutons l'avis de M. Keïta. Alors, M. Keïta, votre point de vue sur ce texte modifié, déjà dans le fond, comment est-ce que vous le trouvez et le timing, le fait de le modifier à quelques mois de l'élection présidentielle? Votre regard là-dessus? Pour moi, avant tout propos, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous me faites encore une fois de me recevoir sur cet excellent plateau. Merci. Pour moi, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de crier au loup. Si les gens tiennent à aller aux élections, je pense que les partis politiques se sont présentés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais qu'ils y aillent. Aujourd'hui, on ne doit plus rester dans la contestation, parce que j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, et puis depuis ces derniers mois, les partis politiques sont en plein dans la contestation, dans la revendication, au point où on a du mal à faire la différence entre les syndicats et les partis politiques. Bon, vous avez eu tout à l'heure les échanges avec la CEI concernant la liste électorale, le nom des gens sur... Pour moi, ce problème-là... Des personnalités politiques. Hein. Les personnalités politiques, le nom des gens, la révision de la liste électorale, il faut aller, non, on n'est plus membre de la CEI. Mais attendez, à un moment donné, on fait un choix. D'accord. On va conquérir le pouvoir d'État ou bien on n'y va pas. Puisque les gens aiment prendre, si vous permettez, l'exemple du Sénégal. Mais c'est à 10 mois que Sonko et Diomaye Faye sont sortis de la prison, à 10 jours, pardon, pour aller battre le candidat du parti au pouvoir. Je crois que les prétextes, à un moment donné, on doit les mettre de côté et penser à l'intérêt supérieur de la nation. Justement, alors revenons donc à notre sujet. Le sujet nous dit que le Code, justement, son article 51, a été modifié. Donc on a un article 51 nouveau qui dit tout candidat, au titre des parrainages, tout candidat devra avoir des pourcentages, 50% de l'électorat local dans 50%. Dans 2 districts, Abidjan et Yamoussoukro, et dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Au risque de me répéter, si un parti estime qu'il est suffisamment implanté en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la mer à boire pour lui. Pour moi. Je veux me garder de critiquer positivement ou négativement une décision gouvernementale. Mais je pense que lorsque la compétition est à ce niveau-là, avec le timing, comme vous avez dit, il n'y a plus le temps de discuter, il faut se préparer. Il faut se préparer pour aller à la conquête des électeurs. Parce que je ne crois pas, sauf par extraordinaire, que ces élections vont être reportées. Je ne crois pas. Donc, il sera souhaitable que les partis politiques travaillent à faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans la droite ligne de cette nouvelle loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Très bien. Très bien. On va écouter donc l'avis et le regard de Pascal Souquier. Alors, votre point de vue, et quand on sait qu'un citoyen ivoirien dont vous allez parler a porté plainte, justement, à la Cour de justice de la CEDEAO contre, justement, la question des parrainages
au titre de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tout ceci ramassé, votre commentaire. Effectivement, vous me donnez l'occasion de commencer par cette plainte. C'est un procès qui est intenté par l'Alliance pour la démocratie et la paix, ADP, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors ce procès, il vise tout simplement à annuler le parrainage citoyen en Côte d'Ivoire. Il va s'ouvrir le 14 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, la semaine prochaine. Et depuis Abuja, eh bien, le porte-parole de ce parti, M. Jacob Mamadou Coulibaly, qui l'a déposé le 1er mai dernier, estime que demander que les candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire aient des parrainages est un obstacle à l'accès à la présidence, tout simplement, constitue... de tout citoyen. Pour tout citoyen. Okay. C'est un obstacle. Il trouve que ça soulève des questions concernant les chances qu'on donne à tout Ivoirien de devenir président. Il estime également que ce n'est pas la volonté populaire, qu'il n'y a aucune base populaire qui conforte cette loi à être appliquée, qu'elle n'est pas l'émanation de la volonté populaire. Donc c'est sur cette base-là qu'il a porté plainte. Pour revenir à l'électorat, à la modification, et qui concerne aussi ce parrainage, 1% de l'électorat local. Alors on en parlait il y a peu, toute loi porte en elle les germes même de la contestation quelque part, parce que la loi élimine, favorise. Mais elle a pour objet, en tout cas elle n'est pas unique quand elle n'est pas élaborée contre un individu ou tout ou partie d'une population, mais qu'elle est élaborée dans le but de concourir à la stabilité, à la paix sociale, et puis quand elle est formulée de la façon la plus éthique et la plus équitable possible. Et la loi, eh bien, elle suit des mécanismes qui sont ceux de la démocratie, et ces mécanismes-là, que ce soit par l'Assemblée nationale, par décret, par ordonnance, eh bien, émanent de représentants du peuple d'une façon ou d'une autre, parce que qu'on soit ministre, président, député, d'une façon ou d'une autre, c'est un mécanisme qui vous a permis d'être là, et ce mécanisme-là, dans le cas de la Côte d'Ivoire, est démocratique. Quand on a fini d'expliquer cela, souvent quand on prend parti pour l'État, les gens ont des a priori sur nos positions. Mais en fait, l'État n'est pas... Pourquoi? Je dis ça parce que j'ai le ressenti, parce que nous faisons ce plateau-là, et nous sommes à l'écoute des réactions des internautes. Mais l'État, ce n'est pas l'ennemi du citoyen. L'État, c'est une émanation de nos volontés à travers des élections. Et ces élections-là, eh bien, quand on a mis à la tête d'un pays un gouvernement, eh bien, il y a un certain nombre de compétences qui sont mises à la tête, qui de direction générale, qui de ministère, qui d'instituts, pour réguler l'administration et pour réguler nos sociétés. Donc, a priori, le premier rôle de l'État, eh bien, c'est de nous défendre. Maintenant, il appartient aux individus, quand ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle disposition étatique, de porter plainte. Alors je me demande pourquoi il n'a pas porté plainte ici, pourquoi à la Cour de justice, eh bien, le 14 mai, en tout cas, on aura les premières, le jugement, ou en tout cas l'avis de la Cour d'Abuja. Très bien. Alors justement, Marius, avec vous, on va essayer de décrypter cette loi un peu plus facilement pour la faire comprendre aux citoyens. Ça veut dire que le candidat A ou le candidat X, par exemple, il doit avoir le parrainage dans 2 districts et dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? C'est la course à la signature. Comment ça se passe? Il faut que le candidat aille dans les 2 districts autonomes, dont Yamoussoukro celui de Yamoussoukro et celui d'Abidjan. Ensuite, il doit pouvoir parcourir les 31 régions pour recueillir des signatures dans chacune de ces régions. L'objectif ici vise justement, pour le gouvernement, vise à s'assurer de l'aura. Oui, on va dire l'ancrage aussi. De l'ancrage, de l'aura nationale du candidat. Il s'agit également pour le gouvernement d'éliminer de facto
eh bien, toutes les candidatures fantaisistes qu'on a pu, à un moment donné, observer aux élections de 2015 et de 2020. Candidature farfelue, ça veut dire fantaisiste, je disais. Oui, mais fantaisiste, pardon. Oui, farfelu, parce que des gens, nous sommes quand même à une élection présidentielle. Il s'agit de prendre le destin d'un peuple et de le conduire vers son bonheur, vers son bien-être. Donc on ne peut pas avoir, ne serait-ce qu'élaborer un simple programme de gouvernement, un projet de société, et puis on vient, on dit, bon, votez-moi. Votez-moi pourquoi? Vous allez faire quoi une fois voté à la tête du pays? Qu'est-ce que vous proposez que le régime actuel ne propose pas? Parce qu'il y a déjà un régime qui dirige et qui même se présente un candidat à cette même élection. Vous, tout candidat aurait souhaité que ce régime soit ignoré par les populations dans leur choix et porte justement leur volonté sur un nouveau candidat qu'il incarne. Sur quelle base? Pour quelles raisons? Et donc, il n'y a que le projet de société et le programme de gouvernement qui permet aux populations d'opiner sur la question de la candidature. Est-ce qu'un citoyen dans une région X de Côte d'Ivoire peut adouber plusieurs candidats qui viendraient par exemple le voir? Comment ça va se passer? Eh bien, ce que la loi demande, c'est des signatures dans les différentes régions et dans les districts. Est-ce que dans une région X, des gens peuvent signer, enfin je veux dire, plusieurs candidats passent et quelqu'un s'amuse à mettre sa signature sur plusieurs listes par exemple? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas que cela serait acceptable. Parce qu'au final, la CEI, la Commission électorale indépendante, en proposant au gouvernement la modification justement de certaines dispositions de l'article 51 au niveau du code électoral, vise justement à empêcher ces genres de pratiques. Parce que c'est comme une élection normale. Vous ne pouvez pas voter une fois, deux fois, trois fois pour candidats différents. C'est cela. Et donc la recherche des candidatures, la recherche donc des signatures devrait pouvoir permettre aux uns aux autres de montrer leur assise dans la région, tout comme dans les districts. Barry, alors selon vous, quand vous regardez donc ce dispositif, permettra-t-il d'avoir non seulement le véritable vote des populations, et quel serait justement le danger sur le terrain dans la pratique du parrainage? Barry. D'accord, Christelle, merci. Avant de développer mon point, je voudrais d'abord interroger, est-ce que la modification proposée par le gouvernement est légale? Oui, elle est légale. Ça, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la CEI et le gouvernement proposent cette modification? C'est parce que au moment où les parrainages ont été adoptés, on n'avait que 2 districts autonomes. Donc en 2021, je crois que le président de la République a pris un décret créant 12 autres districts autonomes, ce qui fait passer le nombre de districts à 14. Donc, naturellement, il y a un amendement qui s'impose. Et c'est la raison pour laquelle la CEI a proposé au gouvernement, et le gouvernement a pris l'ordonnance pour modifier l'article en tenant compte des nouvelles réalités géographiques et administratives électorales. Donc, ici, on demande aux candidats de parcourir, de ne pas parcourir forcément les 14 districts, mais plutôt 2 districts et 31 régions. Abidjan et Yamoussoukro. Abidjan et Yamoussoukro, qui sont les districts qui existaient déjà. Quand je dis ça, plus j'analyse ce qui se passe, je dis que la présidence de la République, ce n'est pas une cour de récréation. Ça, c'est un point déjà. C'est la plus haute institution d'un pays. Tout à fait. Donc, chaque pays, vous verrez que chaque pays réglemente le processus d'accession à la présidence de la République. Aux États-Unis, Sir Henry Kissinger, il a occupé de grands postes de responsabilité, mais il ne pouvait pas être président des États-Unis parce qu'il n'est pas né sur le territoire américain. Donc, ici en Côte d'Ivoire, cette loi-là, elle a été proposée. Mais comme toute loi, elle peut être discutée. C'est-à-dire que les acteurs politiques, selon leur positionnement, peuvent dire que telle loi ne m'arrange pas. C'est de droit. Mais est-ce que ça fait de cette loi une loi illégale? Je dis non, ce n'est pas possible. Maintenant, la chasse au parrainage, ce n'est pas quelque chose d'évident.
c'est vrai que quand on c'est voit pas évident sur le terrain. Non, du tout. Ce sont les grands partis politiques, le PDCI, le RHDP, le PPACI, sont les partis les plus implantés. Donc, naturellement, ils n'ont pas de problème. La preuve, le PPACI a déjà entamé le processus pour récolter ces parrainages. Mais qui, par exemple, qui sera frustré, entre griffes, par cette loi? J'allais en venir avec un exemple. En 2020, le professeur Mamadou Koulibaly, c'est une figure politique connue. Il était allé chercher des parrainages. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu réunir le nombre de parrainages requis. Mais une moindre figure que lui, tel que le ministre Kakabe, je ne le minimise pas, mais je dis que par rapport au professeur Mamadou Koulibaly, son ancrage politique, voilà, on va dire, la figure politique n'est pas la même. Mais le ministre Kakabe a pu réussir, je ne sais pas comment, à mobiliser ses parrainages. Après, chacun peut interpréter. Chacun a sa stratégie. Chacun a sa stratégie. Mais chez nous, par exemple, en sociologie, on dit qu'il y a ce qui est et à ce qui devrait être. Les réalités du terrain font que certains acteurs utilisent un certain nombre de processus. Lesquels, par exemple? On peut discuter. Marius parlait des réseaux, c'est-à-dire? L'argent, naturellement. Comment cela, l'argent? L'argent, mais on sait comment ça se passe. Est-ce que vous voulez dire que l'inscription d'un nom sur une liste, Barry, l'inscription d'un nom sur une liste est payante? C'est pas payant. C'est le citoyen qui est... L'inscription n'est pas payante, mais quand vous quittez Abidjan, je suppose que je suis un petit parti politique qui n'a pas de délégué, qui n'a pas d'ancrage. Je dois aller récolter des voix. Je vais, par exemple, dans la région de Ouangolo-Dougou, je ne connais personne là-bas. Les gens, ils vont au champ. Mais je suis obligé d'activer un certain nombre de leviers qui souvent tournent autour des finances. Le terme est stratégique. C'est ça. Je suis obligé d'utiliser un certain nombre de leviers pour que le cultivateur de Niakara ou de Ouangolo-Dougou ou de Zouaounien puisse signer son parrainage. Ça, c'est des réalités qu'on vit. Il faut le dire. Alors, j'aimerais avoir le point de Marius qui me demandait la parole, ensuite Pascal et M. Keïta. Alors, Marius, est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Vous pensez qu'avec ce point des parrainages, on pourrait assister à ce que Barry a décrit, par exemple? Mais nous sommes en politique. Et ça veut dire quoi? Être exclu. Voilà, parce que tous les moyens sont bons pour l'homme politique pour accéder justement à ses ambitions. Non, ne me dites pas que c'est réduit à ça. Rassurez-moi. Soyez rassurés d'une chose, c'est que l'objectif que vise le parrainage, c'est de susciter une plus grande participation des citoyens, voilà, au mécanisme électoral. Ça, c'est l'objectif que vise le gouvernement. Mais également, et je l'ai dit, et d'autres l'ont rappelé, Pascal également, on veut s'assurer surtout de l'assise nationale d'un candidat. Du candidat. Or, les candidats qui seront un peu défavorisés dans cette histoire, parce qu'ils n'ayant pas d'assise nationale, ils se jettent à l'eau, peut-être parce qu'ils ont quand même des ambitions, ils ont des initiatives, j'allais dire des idées pour la Côte d'Ivoire, mais dès lors qu'ils n'ont pas une représentation nationale, cela cause un problème. C'est ça. Et donc, eux, ils seront les plus défavorisés comparativement aux partis politiques d'envergure, tels que ceux que Barry a cités, qui ont des secrétaires généraux, ils ont des représentations visibles avec des sièges sur l'ensemble du territoire national. Ils ont une base, en fait. Ils ont une base. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, c'est la base qui fait le travail. La base récolte les signatures, les parrainages et les fait remonter au directoire du parti. Et donc, c'est comme ça. Mais pour un candidat indépendant, eh bien, la chose se compliquerait parce que d'abord, il faut avoir les moyens pour aller dans les 2 districts autonomes, ensuite parcourir les 31 régions. Ah oui, vous n'êtes pas soutenu, c'est clair. Pour parcourir les 31 régions, et c'est en cela que la tâche leur devient difficile. Très bien. Et c'est en cela que cela viole un tant soit peu le jeu de la démocratie. Très bien, c'est son point. Alors Pascal, et on termine avec M. Keïta. Oui, finalement, ça va être bonnet, blanc, blanc, bonnet. Mais moi, je pense qu'il y a certaines insinuations ici qui me dérangent. Il faut faire confiance. Lesquelles, par exemple? Quand on dit qu'il faut lever certains... Il faut mettre certains leviers. Certains leviers et que c'est l'argent, Non, il y a, et même en ce moment, même en train de nous regarder, des gens à qui vous proposeriez tout l'or du monde qui ne changeraient pour rien au monde leur position politique, leur posture politique, leur conviction politique. On l'a vu ici. Et on va le dire très clairement, on a vu ici certains de nos hommes politiques traverser des situations catastrophiques en termes personnels, en termes de professionnels, politiques, etc. Mais
leurs partisans, en tout cas pour beaucoup, en tout cas certains, sont restés à leur côté. Il y a des gens qui sont fidèles à leurs convictions politiques, quelles que soient les situations, et dans quelque camp que ce soit. Ensuite, si on veut parler des populations rurales, des populations qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, non, vous vous trompez aussi. Je pense que là aussi, les gens ont bien compris. Hein. Mais bien sûr, vous allez à l'intérieur du pays plus souvent que moi. Vous avez vu qu'il y a des jeunes qui nous disent, si vous voulez, venez nous donner tous vos t-shirts, tous vos enfin, qu'est-ce qu'ils donnent encore d'autres, des casquettes, tous vos gadgets. Voilà, mais on restera ferme sur nos positions. Et puis parfois, les gens sont désabusés. Ils viennent, ils font ce que vous appelez lever des leviers. Et puis quand les résultats sortent, ils crient à la trahison. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une forme de mépris de penser que les gens ne peuvent pas comprendre les enjeux électoraux. Très bien. Ça, c'était vraiment le point sur cette situation. Et puis cette loi, finalement, c'est vrai, elle empêche que tout le monde accède à la présidence. Mais vous imaginez même de façon pratique, en termes de temps de parole, vous imaginez une élection présidentielle où on a 60 candidats à qui il faut laisser la parole, à qui il faut laisser faire campagne, mais les gens se perdraient. Ce tétillage-là, il est aussi salutaire même au niveau de la compréhension de la vision des uns et des autres. Et puis, les professionnels de la politique savent ce qu'il y a à faire, mais vous savez, parfois aussi, les élections présidentielles réservent des surprises. Et je pense qu'il y a quand même une chance qui est laissée à ceux qui prétendent qu'ils peuvent diriger toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, M. Keïta, votre point de vue justement sur... encore une fois, on revient au complément et on passe au second point. Un complément, c'est cette loi-là nous permettra enfin de sortir du fétichisme des candidatures spontanées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Marius parlait de candidatures assez fantaisistes. Si vous décidez de diriger ce pays, que ce soit à travers un appareil, un parti politique ou indépendant, vous devez avoir des militants sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Vous devez avoir un fichier. Une base. Un fichier sur lequel vous avez les noms, prénoms, carte d'identité, numéro de téléphone de tous les gens qui se réclament de vous. Mais cela se fait à partir de quoi? Cela se fait à partir d'un projet de société. Vous voyez, on est à quelques mois des élections, aucun candidat n'a déjà présenté un projet de société. Il n'y en a pas. Vous allez parcourir Internet, vous ne verrez aucun projet de société actualisé. En ligne. En ligne. Vous ne verrez pas. Ils disent qu'ils sont encore au laboratoire. Bon, au laboratoire pour combien de temps? Est-ce que vous voyez? On avait un ouvrage ici, hein, monsieur. Et donc, il y en a qui ont produit, mais n'ont pas encore mis en ligne. On verra ce que chacun pèse. Et ça va être une occasion de vérifier les résultats des dernières élections. On a vu dans ce pays que tous les partis n'étaient pas représentés sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Les gens sont allés en coalition. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il faut aller avec ses propres forces. Vous savez, et quand je remarque que dans certains pays, puisque les élections présidentielles coûtent cher, dans certains pays, on demande aussi aux citoyens, c'est ce qu'ils appellent le fundraising pour une campagne. Une levée de fonds. Une levée de fonds, on peut le faire pour le candidat. Il y a un parti qui l'a déjà fait. Donc, ça, c'est à l'initiative des partis. À l'initiative des partis. Donc, à l'initiative aussi des citoyens. Donc, ce sera une occasion pour les partis et même pour les citoyens qui sont indépendants d'aller vers les gens, de proposer leur projet de manière à ce qu'ils puissent tourner le dos, par exemple, à un parti et les prendre. Alors justement, j'écoutais donc un débat et quelqu'un disait, mais ne faudrait-il pas associer à cette question de parrainage au moins une petite manne financière associée pour aider justement le candidat à faire la tournée parce que ça va coûter, tourner dans les 31 régions, plus les 2 districts. Votre point rapide, Pascal? Non, mais franchement, si vous n'avez pas les moyens de faire la tournée et si vous n'avez pas les moyens nécessaires de faire du fundraising pour que des gens qui ont confiance en votre vision et en votre projet vous accompagnent, ne vous présentez pas à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Parce que c'est grave, vous imaginez, cette personne, vous avez vu les montants que manipule l'État de Côte d'Ivoire, les projets, la dette, etc. Enfin... Il faut avoir quelqu'un qui ne tremble pas devant l'argent, excusez-moi de le dire ainsi. Et donc, je ne dis pas qu'il faut être milliardaire pour devenir président, mais je pense qu'il faut savoir avoir eu l'expérience d'une gestion financière avérée, soit au sein d'une organisation comme un parti ou bien comme une association, alors tout simplement comme un gestionnaire d'entreprise. Pourquoi pas? Très bien. Alors, messieurs, vous réagissez sur la question. On passe en même temps au second point. La Côte d'Ivoire décide de ne pas accepter l'aide étrangère, justement,
pour l'organisation des élections présidentielles d'octobre 2025. En 2010, la Côte d'Ivoire avait accepté 300 millions d'euros pour organiser la présidentielle. Malheureusement, on sait bien que l'élection ne s'est pas très bien passée avec le nombre de morts que nous avons eu. On prie Dieu que ce ne soit pas pareil, en tout cas cette année. Mais la Côte d'Ivoire décide de changer, de montrer une certaine souveraineté et dit non, on n'acceptera pas cet argent. Ou à plus le moins, cet argent sera redirigé vers des ONG, vers des axes de communication bien près. Mais alors, comment est-ce que vous observez ceci, Marius? C'est tout à l'honneur du gouvernement ivoirien. En 2010, vous le disiez, nous étions dans un contexte beaucoup plus difficile, avec un pays coupé en deux, une rébellion qui avait défiguré le pays, bref. Il fallait sortir de cette zone d'inconfort au niveau national pour que le pays retrouve toute son entièreté, toute l'entièreté de son territoire. Bon, alors, il a fallu donc le soutien des bailleurs de fonds, donc de la communauté dite internationale. Mais nous n'en sommes plus là. Pourquoi dites c'est la communauté internationale? Dite internationale, oui, on s'est compris. Mais nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, le gouvernement est un gouvernement totalement homogène au travail depuis près d'une quinzaine d'années. Eh bien, ce gouvernement a pu donc se préparer pour cette élection-ci de 2025, tout comme les précédentes. Donc, il faut souvent que nous comprenions la nécessité de ne pas toujours tendre la main pour, en ce qui concerne le choix justement des hommes et des femmes qui doivent incarner le destin de nos nations. À quoi ça nous oblige, Marius? Mais ça nous... C'est quand même... nous parlons de souveraineté. Nous parlons de ne plus être au biberonnage. Alors, il est bon aussi de ne pas aussi... de ne comprendre qu'il est temps de ne pas continuer à tendre la main à l'extérieur. Parce que la main qui donne est la main qui commande. Barry, docteur Barry, votre point de vue justement sur cet acte assez fort. Permettez, avant que je ne touche ce point-là, je voulais revenir un peu, peut-être que Pascal ne m'a pas compris. Quand je parlais de l'argent tout à l'heure, oui. Je ne dis des pas leviers, que, vous avez dit des leviers. Des leviers. Je ne dis pas que tout le monde est achetable. Mais je dis que sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est que vous arriviez à convaincre l'individu qui est en face de vous vous parrainer. Maintenant, il y a les réalités du terrain. Et parmi ces réalités du terrain, croyez-moi, la sociologie politique africaine est ce qu'elle est. Il y a des leviers qui peuvent être des leviers financiers, qui peuvent être des leviers relationnels, c'est-à-dire des leviers sociaux, un capital social qu'on utilise, c'est-à-dire que vous partez dans une localité, même si le monsieur n'est pas de votre parti, il peut être votre parent ou votre ami, et par lui, il peut vous amener des personnes qui vont vous parrainer. Sans refaire ce débat, là, Barry. Aussi que c'est difficile, je le maintiens. La réalité, c'est que certains utilisent le levier financier. Donc, on a bien perçu le distinguo que vous faites. Revenons à la décision de Barry. Il faut dire la vérité. Rassembler, Christelle, 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts. Oui. De 2 districts autonomes et de 31 régions. Mais hier, les textes qui ont été modifiés, l'article 51 qui a été modifié, hier exigeait qu'on ait au moins des parrainages dans 17 régions. Rien que 17 régions. Mais beaucoup n'arrivaient pas à le faire. Bon, maintenant, on vous parle de 31 régions et 2 districts. Alors, la tâche devient ardue. Donc n'importe qui ne saurait justement être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et donc, je vous parlais de candidature fantaisiste. Très bien, ça a été noté. Merci, et Dr Barry. Donc, la Côte d'Ivoire... Concernant les élections, moi, je pense que dans la vie d'un État, il y a quand même des initiatives, des politiques publiques qui relèvent du volet régalien de l'État. Financer son élection, il n'y a pas... ça doit être le rôle principal même de l'État. Financer ses propres élections. Oui, financer ses propres élections. Ça, pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Ça relève du normatif. Un État qui veut imposer le respect, c'est celui qui arrive à financer ses élections d'abord. Parce que vous ne verrez jamais dans un grand pays, que ce soit la France, les États-Unis, quelqu'un venir vous dire qu'il va financer ses élections. Ce n'est pas possible.
Même en Afrique, c'est en Afrique du Sud, il semblerait qu'on finance quand même les candidatures de leur président. Non, c'est possible. Les candidatures, c'est tout autre chose. Exactement. Vous devez avoir des grands groupes d'intérêts qui sont derrière. Ça, c'est une autre réalité. Mais je veux dire que les élections présidentielles d'un État, ce qui est normal, c'est que l'État puisse les financer. Parce que ça relève de son rôle régalien pour moi. C'est ce qui fait d'un État une institution étatique. Maintenant, en 2010, la situation n'est pas la même. On est dans un pays qui est déchiré par une crise sociopolitique où l'État était dans une certaine situation. Donc, il a dû s'adapter à la réalité de l'époque. Mais là, on n'est plus en crise. Donc, c'est une posture normale pour moi. Très bien. On termine avec vous, Pascal. Quel est votre point? Pour moi, cette décision est une réponse aux souverainistes. Aux souverainistes. Qu'est-ce qu'on entend dans l'actualité, dans la sous-région? Souveraineté, nous voulons notre souveraineté. De quoi est-ce qu'on a accusé la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est un valet de la France. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France. Mais à travers cet acte, la Côte d'Ivoire montre qu'elle est autonome, qu'elle est souveraine. Deuxièmement, mais s'il vous plaît, en toute chose, il faut une adéquation entre ce que vous dites et ce que vous faites. S'il n'y a pas d'adéquation, c'est que vous tenez un discours creux. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire dit? Qu'est-ce que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, dit? Qu'est-ce que le Premier ministre dit? Croissance à 2 chiffres. Vrai ou faux? Croissance à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire, la locomotive, de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, la locomotive. Et quand on remarque, sur le terrain, effectivement, le BTP marche. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Effectivement, le bâtiment va. Le bâtiment et c'est aussi une réponse à ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Voilà. Quand vous dites qu'un pays est trop endetté, ils vont vous dire à un moment donné, on n'est pas endetté, on a de l'argent pour s'occuper de nous-mêmes. Pour moi, tous ces faits-là montrent que les gens sont à la tâche et que finalement, il n'y a pas meilleure réponse. Il n'y a pas meilleure réponse que le gouvernement pouvait donner si ce n'est celle-là. Si ça n'avait pas été fait, il aurait vraiment des raisons de ne plus croire en ce gouvernement. Si ça n'avait pas été... Oui. C'est-à-dire si ce gouvernement n'avait pas financé ces élections-là, de cette année, il aurait des raisons objectives, on aurait eu des raisons objectives de ne plus leur faire confiance. Pourquoi? Mais attendez, vous dites que la croissance est à 2 chiffres. Tous les budgets, la Côte d'Ivoire a 15 000 milliards de budget. On dit qu'il n'y a plus de problème, ça va. Donc financez vous-même, c'est ce que vous dites. Financez-vous vous-même. Vous montrez que tout va bien, tous les indicateurs sont ouverts. Demandez aux économistes. Les indicateurs pour la Côte d'Ivoire, tout est ouvert. Ah oui, c'est ouvert. Mais alors, vous ne pouvez pas financer une élection? Vous tendez encore la main? La Côte d'Ivoire ne doit plus tendre la main à partir d'aujourd'hui. Ah oui. C'est pour ça que le projet de société est important. On doit juger les gens sur leur capacité. Leur capacité à produire, leur capacité à se prendre en charge désormais. Et je crois que dans les capitales de la sous-région, je n'en citerai aucune, ben, le discours va changer, le regard va changer. Sur cet acte-là. On ne dira plus qu'on est le valet de la France, on est une sous-préfecture de la France, puisque ce n'est pas la France qui finance. On est nous-mêmes autonomes, on est vraiment souverains. Parce que c'est ça aussi une des marques de la souveraineté. C'est être capable de s'assumer soi-même et être capable de se prendre en charge. C'est ça l'indépendance. Très bien. Très bien. On a écouté votre point. Pascal, est-ce que vous êtes en accord avec justement M. Keïta? Bah, écoutez, je vais être factuel. On nous a parlé, on nous a évoqué, on nous a listé ceux qui voulaient financer nos élections, ou en tout cas nous l'ont proposé. Parmi les pays qui étaient de potentiels contributeurs, il y a le Japon. Est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire est le valet ou la sous-préfecture, dites-moi si c'est Tokyo, de Tokyo ou de voilà. Sous magistère de l'empereur. Il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD, c'est tout le monde, c'est le monde entier. Donc, finalement, on est les laquais du monde entier. Il y a aussi l'Union européenne, bien sûr. Alors nous avons des partenaires. Mais pour moi, la question ne se situe pas au niveau de refuser ou pas. D'ailleurs, je pense que refuser, c'est un terme trop fort. Ce que moi, je voudrais savoir, c'est est-ce que c'était un don ou bien c'était un prêt? On n'a pas cette information à ce stade. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Si c'est un don, eh bien, pour moi,
la symbolique de l'élection présidentielle dans un pays est forte. Il y a beaucoup de programmes ici qu'on peut financer, qui sont financés d'ailleurs par ces partenaires-là. Et les partenariats économiques, les partenariats de coopération, quel que soit le niveau de richesse d'un pays, ne sont jamais assez. Sinon, on verrait tout le monde rouler sur de l'or. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est sûr, la symbolique de financer nos élections, surtout quand elles sont à des virages comme ça, sensibles pour une jeune nation qu'est la Côte d'Ivoire, parce que 60 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Très bien. Et la deuxième chose, c'est, à part ce financement-là, c'était sur le fait que l'État est organisé et structuré. Il y a déjà un budget qui a été prévu pour. Ce n'est pas non, on n'en a pas, vous nous donnez, on veut satisfaire les souverainistes, donc on ne prend pas, non. Il y a une ligne budgétaire. Vous savez que les ministères et les institutions viennent défendre leur budget. Et ce serait vraiment incompréhensible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'ait pas prévu en année électorale le budget affrété à ces élections. On a fait des projections, on a fait ce budget existe, il est de 85 milliards. Je reprends. En euros. Rassurez-nous. 85 millions d'euros pour couvrir l'ensemble des dépenses, donc 42 qui sont affectés uniquement au matériel de vote. Donc oui, le budget est prévu. Et ce budget-là que les bailleurs veulent mettre sur la table, eh bien, on l'allouera à autre chose, c'est tout. Alors, messieurs, un petit point donc sur le syndicalisme. On est très content de l'apprendre, qui a été libéré. Messieurs, messieurs, dames, revenons sur les raisons. Et puis, on sait qu'elle était libérée donc sous conditions. Marius, on peut revenir un peu sur ces points-là? Oui, bien sûr. Il s'agit donc de notre frère... Sa liberté provisoire. C'est une liberté provisoire. Assis Dougari est syndicaliste. C'est un enseignant, et membre donc de la centrale, pour ne pas dire de l'intersyndicale. Il était en charge donc les questions de communication de sa sphère syndicale. Et donc dans le cadre justement du débrayage de l'intersyndicale, il a dû recevoir la visite. Donc bon, on ne refera pas l'histoire. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on est très heureux après justement que nous ayons abordé ce sujet sur ce plateau, que l'État ait perçu justement notre cri de cœur, les bien fondés de nos propos, et donc a bien voulu le mettre en liberté. Bien qu'il soit sous condition, nous le retrouvons dehors, sa femme, ses enfants avec lui et sa famille. Nous sommes heureux de savoir qu'il retrouve la liberté. En cette fin d'année, il a une classe, il doit tenir sa classe, il doit pouvoir préparer les fiches. C'est l'année scolaire, précisons. Voilà, exactement. Il y a les compositions de passage qui se déroulent dans la majeure partie des établissements. Je crois même que les dernières compositions de passage ont eu lieu le 8. Avant-hier, et sinon hier. Dans certaines écoles, et donc, dans certaines écoles. Et donc, nous sommes heureux. Nous félicitons le gouvernement. Nous saluons donc l'action également de l'intersyndicale, de passage avec le doyen Bli, pour leur engagement syndical. Il faut que l'on comprenne que les syndicalistes, quand ils se mettent en grève, l'objectif qu'ils visent, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Il n'y a qu'à les appeler à la table de discussion. Une table de discussion franche, ça aboutit à des résultats probants. Barry, réaction justement sur sa libération et puis les effets justement sur la paix sociale, parce que c'était aussi un point de revendication lors de cette grève qui tendait également l'atmosphère. Écoutez, je suis content pour lui, je suis content pour sa famille et je pense que ça n'avait que trop duré parce que c'est un syndicaliste, c'est un enseignant, c'est pas un délinquant, donc sa place n'est pas dans les prisons. Et ce qu'il faisait, c'est de réclamer un droit. Donc il faut aussi que dans nos États, on arrive souvent à faire preuve de clémence vis-à-vis d'un certain nombre de citoyens, même si on pense qu'ils auraient violé la loi. Un enseignant, c'est un formateur, c'est un éducateur social. Il n'a pas sa place dans une prison pour moi. Très bien. Pascal? Oui, mais je rejoins rapidement mes camarades ici sur le plateau. Je suis très heureuse et je déplore vraiment la façon dont il a été arrêté. Moi, je pense qu'on aurait pu faire l'économie de cette mise en scène. S'il y a arrestation, il doit y avoir en Côte d'Ivoire, vraiment que les gens soient arrêtés de façon claire, précise, dans des conditions... respectant la loi. Respectant la loi, parce que de toute façon, si le trajet c'est de la maison jusqu'en prison,
Eh bien, ce trajet-là, la loi prévoit des dispositions pour le faire. Et cette façon de le faire a vraiment ébranlé sa famille. Donc, je me félicite également de sa sortie. Merci beaucoup. On ne pourra pas prendre votre avis, Monsieur Keïta, en cours. Les gars, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il faut qu'on sache. Parce que dernièrement, nous avons beaucoup parlé de Charles Blé Goudé et de sa traîtrise. Mais on va mettre un stop à la communication sur ce monsieur. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, bah, qu'il continue à croire tout ce qu'ils ont envie. La déception sera grande, mais ça ne sera plus parce que nous, on n'a pas passé l'information. Alors, venons sur les choses qui sont plus importantes. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le saviez-vous, est suivie parce que M. Alassane Ouattara avait discrètement fait passer en 2020 une loi qui imposait le parrainage maintenant des candidats pour pouvoir même être candidat. Et aujourd'hui, il y a dans l'État de Côte d'Ivoire qui est poursuivi et dont un procès serait ouvert à la CEDEAO pour voir si cette affaire de parrainage est vraiment légale ou pas. Le 7 mai 2025 donc, lors d'un conseil de ministres, le président Ouattara a donc signé une ordonnance modifiant l'article 51 du code électoral. Cette ordonnance précise désormais que l'électorat local requis pour le parrainage des candidats à la présidentielle concerne uniquement les 31 régions du pays et les 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, soit un total de 33 circonscriptions. Cette information est importante parce qu'en juin 2021, par décret présidentiel lui-même, avait créé 12 nouveaux districts autonomes, portant leur nombre total à 14. Sans cette clarification dans le code électoral, les candidats auraient potentiellement dû obtenir des parrainages dans 23 circonscriptions au lieu de 17 auparavant. Ce qui aurait rendu les conditions d'éligibilité beaucoup plus difficiles, notamment pour les candidats indépendants et de l'opposition. La team, ce qu'on doit aussi noter ici à côté est que le parrainage citoyen en Côte d'Ivoire, un fil controversé pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la loi sur le parrainage citoyen, code électoral de 2020, exige qu'un candidat à la présidentielle collecte les signatures d'au moins 1% de l'électorat dans 17 des 31 régions pour prouver son ancrage national. Gérée par la CEI, cette mesure vise à limiter les candidatures non sérieuses, mais elle est critiquée pour favoriser les grands partis et compliquer l'accès des petits candidats. En 2025, des ajustements sont envisagés alors qu'un procès à la CEDEAO pourrait remettre cette question en légalité ou pas, je veux dire. Voyez-vous, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que Alassane Ouattara, depuis 2020, nous a ramené une affaire de parrainage. Et c'est à cause de ce parrainage que vous avez constaté qu'en 2020, le ministre Mamadou, le ministre Mamadou, c'est-à-dire l'ancien président de l'Assemblée nationale, à l'époque du président Laurent Gbagbo, a vu sa candidature rejetée, justement parce qu'il n'avait pas pu avoir tous les parrainages. Et pourtant, le ministre Kakabe, lui, bien évidemment, avait eu les parrainages. Et on se posait la question de savoir comment Kakabe, lui, a fait pour avoir tous les parrainages. Alors que le ministre Koulibaly Mamadou, lui, qui était un ancien homme dans la politique, qui avait plus d'ancrage dans la politique, n'avait pas pu récolter tous les parrainages. Et tout le monde, jusqu'à présent, on ne sait toujours pas comment ceci a pu être possible. Mais là, Alassane Ouattara veut vraiment limiter les candidatures. Et pour moi, en soi, ça ne dérange pas. Parce qu'il y a vraiment des partis politiques qui se mettent souvent dans une ligne de combat, juste pour nuire aux autres, juste pour partir marchander, en fait, voyez-vous, il y a des partis politiques qui vont aux élections. Dès que, devant là-bas, pendant les élections électorales, ils préfèrent vendre leur voix, n'est-ce pas, au parti au pouvoir, ou vendre leur voix, je ne sais à qui. Donc, on pourrait déjà les limiter avec ce genre de parrainage. Mais ce parrainage aussi manque aussi de justice. Parce que c'est important de laisser tout le monde être candidat, même des indépendants. Il y a pourtant des indépendants qui ne peuvent pas avoir de parrainage et pourtant, au vote à suffrage direct, ils peuvent se faire élire président. Il faut permettre à tout le monde d'être candidat. Donc, je trouve quand même que ce n'est pas bon de vouloir disqualifier de facto des personnes qui n'auraient pas pu récolter les parrainages qui seraient devenus obligatoires. Pour moi, il fallait vraiment laisser tout le monde, n'est-ce pas, aller à ce suffrage universel pour que le peuple lui-même décide sans passer par tout ceci. Même si je dis encore pour moi que cette loi peut quand même
limiter certains partis politiques qui n'existent que pour marchander leur voix, mais pas pour un véritable combat idéologique. Et pour moi, ça me cause un problème. Parce que quand vous êtes un parti politique, si vous êtes dans l'opposition, vous êtes censé combattre quand même ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi je dis souvent qu'il ne vous sert à rien de lécher le cul à Alassane Dramane Ouattara, parce que même si vous faites cela, au moment venu, il n'est pas con. Il connaît qui sont les véritables partis importants en Côte d'Ivoire et il connaît les partis des plaisantins. Et c'est justement pour vous, les partis des plaisantins, qui met cette loi-là. Parce qu'en réalité, croyez-vous que vraiment le président Laurent Gbagbo, ou bien je ne sais pas, le PPACI, ou même encore le PDCI, ils vont manquer de parrainage? Impossible, ils auront tous les parrainages, donc ne vous inquiétez même pas. Donc là, vous venez d'écouter cette vidéo aussi de Live TV, mais il fallait qu'à côté, je vous fasse encore une bonne explication par rapport à ça, parce que le RADP et la Côte d'Ivoire en elle-même pourraient se retrouver devant les tribunaux de la CEDEAO à cause de ce problème.